Ah, les malentendus linguistiques. C'est C'est ça. c'est parfois drôle, parfois un peu gênant, non? Mhm. Quand on pense dire un truc en anglais et qu'en français, ça veut dire tout autre chose. Ah oui, c'est source de situations assez cocasses. Mais bon, c'est aussi une excellente manière d'apprendre finalement. C'est vrai. Et très souvent, la cause première, c'est cette tendance, bien naturelle d'ailleurs, à vouloir calquer la structure de sa langue maternelle sur l'autre. On traduit mot à mot depuis l'anglais. Exactement, on pense en anglais, on aligne les mots en français et, et patatras, le quiproquo est juste là, qui attend. Justement. Aujourd'hui, on va se pencher un peu sur ces erreurs assez classiques entre français et anglais. On s'est basé sur pas mal de ressources, des guides pour apprenants qu'on a un peu épluchés. Mhm, L'objectif, c'est d'identifier ces pièges, quoi, pour mieux communiquer et peut-être saisir un peu mieux la logique de chaque langue. c'est ça. Alors, on commence. Quelques exemples concrets, peut-être. Oui, allons-y. Alors un très grand classique, hein. Combien d'anglophones, après un bon repas, disent tout content «Je suis pleine» pour dire «I'm full». Ah là là. L'intention est bonne, mais le résultat? Disons que ça peut prêter à confusion. C'est clair. En français, être pleine, c'est très connoté. Grossesse pour les animaux et même pour les femmes de manière un peu familière, un peu vieillir. Tout à fait, Il vaut mieux dire je n'ai plus faim ou je suis rassasié. Rassasié. c'est ça. Est-ce que c'est le seul type d'erreur courant avec les sensations ou il y en a d'autres comme ça? Oh, il y en a d'autres. Pensez à «I'm hot». Si on traduit littéralement, je suis chaude. Oula, Oh là! ça prend tout de suite une connotation, disons, très suggestive en français. Oui, La bonne manière de le dire, c'est d'utiliser le verbe avoir. Donc, j'ai chaud. Et c'est une tendance générale en français pour beaucoup d'états, de sensations. On a faim, on a soif, on a sommeil. alors que l'anglais utilise to be. Exactement. C'est vrai, cette différence être-avoir, elle est fondamentale. Et dans la même idée de structure différente, il y a le fameux I miss you. Ah oui? Si on traduit direct, je te manque, bah, ça veut dire l'inverse, you miss me. C'est ça. Il faut complètement inverser la perspective en français. C'est tu me manques. C'est la personne qui n'est pas là qui cause le manque à celui qui est là. C'est subtil. Très subtil. Et un dernier exemple peut-être sur ces traductions directes, j'ai passé l'examen. Ah oui? Beaucoup pensent que ça veut dire I passed the exam. Alors que non. Pas du tout. Ça veut juste dire I took the exam, I sat the exam. Pour dire qu'on a réussi, le mot c'est réussir. Il faut dire j'ai réussi l'examen. D'accord. Ne pas savoir ça, ça peut créer des quiproquos, surtout quand on parle de résultats. Tout à fait. Bon, ces exemples montrent bien les limites du mot à mot. Mais parfois, le piège, il est encore plus caché, avec des mots qui se ressemblent énormément entre les deux langues. Exactement. Ce sont les fameux faux amis. Et ce qui est fascinant avec eux, c'est que cette ressemblance visuelle ou sonore, elle cache une différence de sens qui peut être totale parfois. Oui, c'est un terrain glissant. Ah oui. On pense tout de suite à librairie. Ça ressemblait tellement à library. Mhm. Mais non, une librairie en France, c'est un bookstore. On y achète des livres. C'est ça. Alors que la library, c'est notre bibliothèque, on y emprunte des livres. Voilà. Ou alors, un autre exemple. Actuellement, très proche de l'anglais actually. Oui. Mais ça veut dire currently, en ce moment. Pour traduire actually, on dirait plutôt en fait, à vrai dire, effectivement. Et c'est intéressant parce que actually en anglais, ça sert souvent à corriger quelque chose ou à nuancer, insister. C'est ça. Une fonction que actuellement on n'a pas du tout en français. Pas du tout, non. Un autre exemple, rester, qui veut dire to stay. Et pas to rest. Non, to rest, c'est se reposer. C'est simple, mais ça peut causer des erreurs d'itinéraire ou d'intention, quoi. Ah oui, je vois le genre. Et pour finir sur ces faux amis, un exemple qui peut être vraiment embarrassant. Préservatif. Hmm, Ça ressemble à preservative, qui est un conservateur alimentaire en anglais. d'accord. Mais en français, un préservatif, c'est un condom. Ah, d'accord. Là, oui, le contexte est crucial et l'erreur peut créer un vrai malaise. Exactement. Bon, ces exemples de mots isolés, c'est déjà pas mal. Mais le risque de malentendu, il augmente encore, j'imagine, quand on touche aux expressions idiomatiques, ces phrases toutes faites. Ah oui, là, la traduction littérale, ça devient carrément absurde la plupart du temps. Oui, Prenez It's raining cats and dogs. Si on traduit mot pour mot, il pleut des chats et des chiens. ça ne veut rien dire. Rien du tout en français. L'équivalent, ce serait il pleut des cordes ou il pleut à torrent. C'est là qu'on touche à l'imaginaire de la langue, en fait, non? Ces images ne sont pas universelles. Peut-être un autre exemple rapide. Pensons à to pull someone's leg. Taquiner quelqu'un,
le faire marcher. Oui, Traduire ça par tirer la jambe de quelqu'un. incompréhensible. Voilà, on dirait taquiner, charrier, faire marcher. Les idiomes, ils encapsulent souvent une métaphore, une référence culturelle qui voyage très mal. C'est clair. Bon, en résumé, que ce soit par traduction trop directe, par confusion sur des mots qui se ressemblent, ou en essayant de traduire des images, le chemin d'apprentissage, il est semé d'embûches, parfois drôles, mais bien réelles. Tout à fait. Et connaître ces différences, c'est essentiel. Pas juste pour éviter un moment gênant, mais surtout pour communiquer de manière plus juste, plus fluide. Apprendre une langue, au fond, ce n'est pas que mémoriser des mots. Non, c'est plus que ça. C'est intégrer une nouvelle logique, une nouvelle façon de découper le réel, de l'exprimer. Et c'est peut-être ça la réflexion finale à emporter. Au-delà de l'aspect pratique ou amusant de ces erreurs, comment est-ce que la prise de conscience de ces décalages, même subtils, entre le français et l'anglais, peut affiner notre regard? Pas seulement sur les langues elles-mêmes, mais peut-être aussi sur les manières de penser, les visions du monde qu'elles transportent.